faudra pas grand-chose avant que sonne le gong. Jour après jour, on creuse ta propre tombe. Un jour, on paiera cher pour ce que les hommes te font. Pauvre monde, il faudra pas grand-chose avant que sonne le gong. Jour après jour, on creuse ta propre tombe. Un jour, on paiera cher pour ce que les hommes te font. Avant de commencer notre échange, je vais d'abord prendre un petit temps pour vous expliquer comment est apparu le documentaire À la racine. La genèse de ce projet, ça a été un déclic sur la situation écologique de la planète qui m'a amené une grosse crise d'éco-anxiété. Et en fait, c'est grâce à toutes les émotions négatives qui sont apparues à ce moment-là et qui m'ont accompagné pendant de longs mois que je suis aujourd'hui devant vous à vous présenter ce documentaire. En fait, à cette époque d'éco-anxiété, moi, ça a été vraiment la méditation qui m'a aidé à m'apaiser au quotidien et qui m'a aussi aidé à ouvrir les yeux sur l'état de la planète. Dans ma pratique de la méditation, on a souvent ce terme qui revient, voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et en fait, ce dialogue intérieur que je vivais entre cette conscience écologique et cette quête spirituelle, cette pratique de la méditation, et ben, elle m'a amené une question de fond, une question que j'étais très frustré de ne pas assez voir dans le débat public. C'est une question sur les racines de la crise écologique. Quelles sont les causes profondes de toutes ces manifestations assez désastreuses aujourd'hui sur la planète Terre? Et du coup, pour explorer cette question avec ma petite équipe, Boris, Valentin, Laetitia et pas mal d'autres personnes qui ont accompagné le projet, on est parti à la rencontre de lieux et de sages qui observent un dialogue fécond entre le travail intérieur ou la spiritualité avec cette notion d'écologie. Notre projet en ce moment, il est en train de se financer sur Ulule. Je vais vous faire un petit partage bref pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà. Alors, en ce moment, vous voyez ce... Hop, il n'est pas là. Je vais le faire apparaître. Cette campagne de crowdfunding, voilà, on a lancé le projet À la racine dessus. Pourquoi on passe par la campagne de crowdfunding? En fait, c'est parce qu'après 2 ans de travail dessus, après avoir tenté de solliciter des boîtes de production, de solliciter des diffuseurs, on a rapidement compris que ça pouvait prendre pas mal de temps de passer par la voie classique et aussi et surtout qu'on allait devoir adapter notre message, en tout cas ce qu'on cherchait à transmettre dans ce film, à des décideurs télé qui, c'est ce que nous a dit une productrice, pouvaient être parfois assez frileux sur des questions voilà, qui tournent autour de l'écologie, de la spiritualité. Du coup, on a décidé d'être indépendant et de faire ce travail nous-mêmes. Mais du coup, ça fait que ce film, depuis le début, il s'est autoproduit et que ça fait 2 ans qu'on ne se rémunère pas dessus. Pardon. Et du coup, pour aller au bout de ce documentaire, et ben voilà, on se tourne vers toutes ces personnes qui ont cette conscience du changement de paradigme et qui sont sensibles à la question du travail intérieur pour relever les défis de la crise écologique. Alors, je vais arrêter notre petit partage. Hop. Ça m'amène du coup à revenir sur nos 2 invités. Nos 2 invités lumineux. Et donc, je vais inviter chacun d'entre vous, Frère Bienveillance et Thomas Danzambourg, à vous présenter en nous racontant comment vous en êtes venus à vous intéresser au travail intérieur, à cette notion d'hygiène de conscience ou de spiritualité, en fonction de comment vous l'appelez. Honneur à Frère Bienveillance. Ok. Merci Thomas, quel honneur tu me fais. D'abord, merci à Thomas d'être là, à Laetitia, à Philippe, à Marco et à tous les amis que nous ne voyons pas sur l'écran. Donc, je vous imagine extrêmement nombreux et très heureux d'être là ce soir parce que nous sommes très heureux d'être là. Donc, voilà, forcément, vous êtes très heureux. Ça ne peut pas être autrement. Donc, je suis Frère Bienveillant, je suis un moine zen du village des Pruniers en Dordogne.
Donc, pour vous situer peut-être un peu, si vous n'avez pas encore regardé le petit film que Philippe a déjà réalisé sur notre communauté, nous sommes un monastère qui a été créé il y a une quarantaine d'années par un maître zen qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui est toujours vivant, qui a 96 ans. Et donc, ce monastère accueille actuellement à peu près 150 monastiques, frères et sœurs, et aussi beaucoup d'amis laïcs qui sont des résidents ou qui viennent pratiquer chez nous. En fait, notre centre est un lieu de pratique, principalement. Donc, on accueille en période hors Covid, normalement, des résidents en permanence qui viennent s'asseoir avec nous, manger avec nous, chanter avec nous, marcher avec nous et se réjouir avec nous d'être pleinement vivants. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené à me retrouver dans cette peau-là aujourd'hui? C'est, je crois, quelque chose qu'on a tous en commun. C'est beaucoup de souffrance au départ, une enfance assez particulière avec une situation traumatique où je me retrouve orphelin très tôt. Ensuite, une vie de jeune adulte jusqu'à 30 ans où j'essaie de courir plus vite que ma souffrance pour éviter qu'elle me rattrape. Et puis je m'effondre. Donc, je fais un magnifique burn-out à 29 ans en étant psychologue déjà à l'époque. Et là, j'ai la chance de pouvoir enfin m'éveiller un petit peu à qui je suis et commencer mon parcours spirituel à ce moment-là. Donc, à tout doucement appréhender un peu plus ce qui était là déjà depuis longtemps et qui me faisait très, très peur. Et donc, j'ai mené cette quête spirituelle, on va dire, d'abord en voyageant, en séjournant assez longtemps aussi en Amérique latine et en Asie. Et puis ensuite, en continuant mon cheminement par la méditation et par la pratique de la psychothérapie. Je suis moi-même devenu psychothérapeute, que j'ai exercé pendant une vingtaine d'années. J'ai fondé une petite famille. J'ai 2 filles qui sont jeunes adultes aussi maintenant. Et j'ai découvert le village des Pruniers il y a une petite quinzaine d'années parce que j'avais beau pratiquer la méditation, je sentais que je tournais un petit peu en rond tout seul là, sur mon coussin et que j'avais besoin d'un coup de pouce et surtout, j'avais besoin d'une famille spirituelle. Et quand je suis arrivé ici, je suis vraiment tombé amoureux de cette famille spirituelle. Je dirais principalement par la joie qu'elle dégage en fait. Quand on arrive ici, on sent à la fois la douceur, la paix et on sent cette joie et ce sourire qui embrasse, qui nous chérit de l'intérieur, qui tendrement nous accompagne. Et donc, c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc, je suis venu, je suis encore venu, revenu. Je me suis engagé en tant que laïc d'abord. Et puis un jour, je n'ai rien compris. Il y a une partie de moi qui a dit maintenant, tu vas devenir moine. Ah, d'accord. Bon, très bien. Eh bien, allons-y. Alors, je n'avais jamais imaginé dans ma vie que je pourrais un jour devenir monastique. Et donc, il y a de cela maintenant un peu plus de 6 ans, 7 ans, en fait, ça s'est manifesté. Alors, j'ai suivi, j'ai laissé faire. Et voilà, et je suis là. Et vraiment très heureux d'être sur ce chemin-là. Et la particularité de notre cheminement ici, c'est que c'est un cheminement collectif. Donc, on est beaucoup dans le collectif, on est beaucoup dans le communautaire, on joue aussi le jeu tous ensemble de se faire miroir. Et comme on est très nombreux, eh bien, ça secoue dans les branches. Donc, il vaut mieux être bien enraciné parce que, en fait, c'est une vie qui est pleine, qui est extrêmement riche. Philippe et Laetitia sont venus, donc je les vois sourire parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Il y a à la fois cette douceur, cette joie d'être et en même temps, il y a un engagement un peu radical, en fait, aussi dans le fait de dire, OK, je vais me confronter à ce qui est là et je vais vraiment accepter de regarder en profondeur qui je suis pour mieux m'en libérer, pour mieux manifester l'amour en moi et autour de moi. Voilà. Et
il y a 2 jours, j'ai encore fait une bêtise. J'ai dit à une sœur un truc pas du tout sympa. Et donc, ben voilà, j'ai encore vu qu'il y avait encore pas mal de choses à travailler. Et donc là, je me suis excusé, je suis retourné la voir et on a pu se renouveler dans la relation. C'était magnifique. Et on a des outils pour ça, on a une façon de faire. Donc, je me suis senti très, très mal au moment où ça s'est produit. Et voilà, et merveilleusement, on a aussi cette qualité d'être et d'engagement en commun qui fait que voilà, on restaure à chaque fois que c'est possible et on avance et on apprend. Voilà. Merci pour votre écoute, les amis. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait, frère. Je m'emballe. Je donne du coup le bâton de parole à Thomas. Merci, merci frère Bienveillance pour ce partage et merci à vous qui êtes dans la salle virtuelle. Désolé de ne pas vous voir, mais ravi qu'on passe ce moment ensemble. Très brièvement, mon parcours m'a amené à m'interroger sur ces enjeux assez rapidement. J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante avec de bons parents présents dans une très belle campagne, l'Ardenne belge au milieu des forêts. Et beaucoup d'amour dans cette famille, mais quand même des tensions, des conflits, parfois la porte claque. Parfois, la bouderie s'installe 2 heures, 2 jours ou 2 mois. J'étais sensible à ces climats. Peut-être qu'aujourd'hui, on parlerait d'hypersensibilité, je ne sais pas. Toujours est-il que je me demandais qu'est-ce qui fait que les humains sont capables de tant de prévenance et de générosité la plupart du temps. J'avais cette chance autour de moi, mais quand même si incapable d'éviter le jugement qui tranche, la croyance qui bétonne, tu es comme ça, tu ne changeras pas, ceux-là sont comme ça, ils ne changeront pas. Et la pensée binaire, soit de ceci, soit de cela, qui déchire et qui divise. Et au-delà de ça, beaucoup de « il faut, tu dois », c'est comme ça, tu n'as pas le choix, c'est ton rôle, c'est mon rôle, on se doit de, pouf, qui plombe. À l'époque, je n'avais aucune idée de ces 4 pièges-là, mais je sentais bien que dans notre intention d'avoir de belles relations avec les autres, il y avait des bugs, il y avait des pièges. Et à l'époque, je n'ai aucune idée de la psychothérapie, encore moins de la non-violence. Je souhaite aider les gens à traverser les conflits et donc je deviens avocat au barreau de Bruxelles. Et très vite, dans mon métier d'avocat, j'ai contribué à la résolution ou à la traversée, en tout cas, de conflits. Et là, très vite, j'ai perçu que les conflits viennent souvent de malentendus qui sont eux-mêmes le produit de mal exprimés et de mal écoutés. Les gens expriment des jugements, des critiques, des reproches ou des insultes et ils s'étonnent que l'autre n'écoute pas. Oui, l'autre, il a entendu les jugements, les critiques et les insultes. Et ça n'aide pas effectivement à la compréhension. Et très vite m'est apparue l'idée que si les gens avaient appris à mieux se comprendre et donc à penser par mieux s'écouter, s'ils avaient développé, je ne me le nommais pas comme ça, mais c'est ce que je nomme aujourd'hui, de l'intériorité pour avoir un peu de recul par rapport à ce qui se passe, ils se nommeraient avec plus de justesse, plus de précision, en faisant des demandes claires plutôt que des reproches. Et de l'autre côté, si les gens avaient appris à bien connaître l'humain en soi, dans ses coups de gueule, dans ses colères, dans ses dépits, ils sauraient que quelqu'un qui s'exprime maladroitement en employant des mots qui sont un peu agressifs et un ton qui peut irriter, bien sûr, eh bien derrière ça, il y a du vivant qui souffre. Et ce serait mis donc à l'écoute du vivant qui souffre. Mais ces compétences d'expression claire de soi et d'écoute attentive de l'autre ne font toujours pas partie de nos formations depuis la maternelle. Et donc, je me disais qu'un peu d'intériorité, même si je n'avais pas ça comme ça, nous aiderait considérablement. Et puis, comme mon métier de juriste m'ennuyait, je cherchais autre chose, je voulais faire des choses qui aient du sens et puis qui servent la planète, qui servent les gens et dans lesquelles je puisse déployer beaucoup d'autres aspects de moi, ma sensibilité, ma créativité, mon inventivité, mais aussi mon esprit d'aventure que je ne nourrissais pas dans la vie d'avocat. Je me suis occupé de jeunes dits de la rue, des jeunes pris dans la délinquance, les gangs de rue, le deal de drogue, la prostitution, etc. Et ça a été une expérience pivotante pour moi, ça a été vraiment une passion pendant 10 ans, je fais ça en bénévolat. Mais là aussi, je me suis rendu compte que, en voyant les jeunes dans leur violence, extériorisée sur les choses ou les gens, ou intériorisée, retournée contre soi, qu'au fond, cette violence est un manque de discernement et de vocabulaire pour identifier et formuler ce qui se passe là à l'intérieur. Et si je n'ai pas le discernement pour réaliser que je me sens triste, déçu, découragé, défait, en colère ou terrorisé, si je n'ai pas le discernement pour faire le lien entre ce ressenti et mes besoins profonds d'appartenance, de reconnaissance, de sens, de me sentir vivant, d'avoir ma place, de comprendre ce qui se passe et s'il vous plaît d'être compris, évidemment d'amour ou de sens, si je n'ai pas ce discernement et cette capacité à nommer ce qui se passe en moi, eh bien, figurez-vous que les frustrations commencent à mijoter dans la cocotte minute, ça bouillonne, et puis ça pète, ça éclate dans la violence. Et là aussi,
j'ai perçu que si nous avions appris, si ces gamins qui avaient quand même été à l'école avaient appris dès l'enfance à discerner ce qui se passe en soi, à nommer les sentiments agréables pour savoir par où j'ai envie d'aller, désagréables pour savoir par où j'ai plus envie d'aller, eh bien, on éviterait énormément de conflits, de destruction, de violences retournées contre soi. Beaucoup de jeunes étaient dans des processus suicidaires ou d'automutilation, vraiment de scarification, avec une sorte de dégoût du vivant en soi. Si les enfants avaient appris à aimer la vie, à aimer la vie autour de soi, eh bien, je pense que nous aurions une toute autre attitude. Et là, nous touchons bien le thème de ton documentaire, Philippe. À la racine, il y a ce non-amour de la vie. Et ces jeunes n'ont pas senti qu'ils étaient aimés, chéris, désirés et accueillis. Et donc, ils sentent qu'il y a de l'hostilité autour d'eux et ils ressortent cette hostilité sur les choses ou les gens ou la nature. Et pour moi, c'est voilà une grande cause, même si nous avons grandi dans des milieux moins défavorisés. Beaucoup de gens souffrent de ne pas s'être sentis profondément accueillis, chéris, accueillis dans sa singularité. Beaucoup d'enfants ont été traités également entre frères et sœurs, ce qui est au fond, malgré les bonnes intentions, de la maltraitance. Traiter également des gens différents, ça n'est pas juste. Nous avons besoin d'avoir une attention, un amour particulier, une empathie différenciée pour qu'à chacun sente qu'il peut fleurir sa vraie fleur et pas être un objet standard. Voilà comment j'ai perçu les ferments de l'intériorité et à un moment, j'ai vraiment eu marre de cette vie de juriste et je suis entré en thérapie. Très vite, j'ai trouvé ça passionnant de prendre du champ sur l'inconscient, de réaliser que j'aurais pu passer ma vie dans des mécanismes que je prenais pour moi, mais qui étaient que les téléchargements de ma bonne éducation, de la tradition religieuse très catholique dans laquelle j'avais grandi. Et ce n'était pas moi. Et donc, aller petit à petit à la rencontre de la vraie personne que je suis, de l'être en moi, ça m'a vraiment passionné. Et j'ai réalisé que si moi, j'avais trouvé ça passionnant, peut-être d'autres le trouveraient passionnant. Ça m'a donné le goût de faire et d'enseigner autour de cette notion d'intériorité citoyenne, une vie intérieure au service de la vie sociale. Voilà, merci beaucoup de nouveau pour votre écoute. Merci Thomas. Merci Thomas. On parlait de cette notion de voir des individus qui puissent fleurir. J'aimerais maintenant qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on ait une réflexion similaire à celle que vous nous avez tous les deux partagée, mais à l'échelle de la planète, de cette grande terre-mère que certains appellent Gaïa, qui en ce moment ne va pas très bien. Et en fait, je propose pour alterner de poser la question d'abord à Frères Bienveillance. Face à cette crise écologique dramatique, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a deux attitudes qui ressortent. Il y a soit des personnes qui restent un peu prostrées en se disant « à quoi bon ?» et d'autres qui font l'inverse, remuent terre et ciel pour changer la situation, manifestent, etc. Et toi, Frère Bienveillance, en tant que monastique au village des Pruniers, toi qui consacres ta vie en fait à la pleine conscience et à ce travail d'intériorité, finalement, on peut dire que tu ne fais ni l'un ni l'autre. Et je connais pas mal de gens qui pourraient te penser un peu isolé du monde. Est-ce que toi, en tant que moine, tu as l'impression, à contrario, d'avoir un impact guérisseur sur la planète? Et comment? Merci Philippe pour cette question. D'abord, moi ce que je ressens, c'est qu'en fait, je suis toutes les parties que tu viens de décrire. En fait. Donc, je peux être à la fois celui qui, de temps en temps, n'a pas envie de voir ou a des difficultés à voir ou est dans le déni, en fait, parce que c'est compliqué d'aborder ça, vraiment. Ça touche des couches de l'être qui sont très profondes. Ça rejoint aussi un certain nombre de blessures, de peur, d'anxiété, d'angoisse. Et je peux être aussi celui qui est très actif, parce qu'il y a plein de manières d'être actif. Alors, peut-être pas dans des manifestations, bien que nous sommes allés manifester en tant que monastique aussi, et que nous avons actuellement deux frères monastiques qui sont en plein cœur de la COP26, qui ont été invités pour soutenir l'énergie, en fait, justement, de bienveillance et d'amour et de paix dans cette conférence. Donc, nous sommes aussi très engagés, en fait, sur le terrain. Et c'est la particularité aussi du village des Pruniers, c'est que c'est une communauté qui s'est fondée sur le bouddhisme engagé, en fait. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Ce n'était pas la vie monastique recluse. Ceci dit, effectivement, il y a une troisième voie qui est intéressante,
qui est celle que nous a très bien décrite Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire celle de l'intériorité, celle du retour à soi-même, en fait. Parce que la terre-mère et moi, c'est une seule même chose. Je suis la terre-mère et je suis cet enfant de la terre-mère. Je ne suis pas autre chose que ça. Donc, si je suis en capacité de prendre soin de moi, si je développe de plus en plus cette faculté à être en amour, cet amour que je n'ai pas reçu, comme le décrivait tout à l'heure, de mes parents ou de mes proches, etc., mais si petit à petit, moi-même, je suis en capacité d'embrasser mes émotions fortes, de rejoindre mon enfant intérieur quand il est en difficulté, comme Tai nous le disait souvent, de prendre mon bébé et de le bercer comme ça, à ce moment-là, je suis un acteur extrêmement, extrêmement précieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'embrasse à la racine, j'embrasse la difficulté là où elle est. Si je suis quelque part trop loin de la racine, évidemment, je peux faire beaucoup de mouvements, je peux être très agité, mais je ne suis pas sûr que c'est là qu'est l'essentiel. Et donc, dans ce qui est proposé ici et que nous pratiquons tous ensemble, c'est ce positionnement dans lequel, à chaque fois, dans plusieurs moments de la journée et le plus souvent possible, on ralentit, on s'arrête, on revient à l'intérieur et on regarde. Voilà, qu'est-ce qui est là? Et c'est merveilleux. Tu disais, Thomas, tout à l'heure, à quel point c'est passionnant et enthousiasmant, mais c'est merveilleux parce que ça change tout le temps. C'est tout le temps impermanent. Donc, en fait, et c'est extrêmement surprenant. D'un instant à l'autre, on peut découvrir une partie de soi qu'on n'imaginait même pas pouvoir émerger là, comme ça, aussi spontanément. Donc, ce retour à soi va me permettre aussi de faire en sorte de ne pas m'identifier à ce qui se manifeste, parce que la difficulté, c'est qu'on s'identifie en permanence à ce qui se manifeste. Donc, avec un peu d'entraînement, on s'aperçoit que c'est juste une circulation d'émotions, de pensées, de sensations. Et on laisse ce courant circuler, on ne s'identifie pas à ce courant, et là, on gagne une liberté incroyable. Parce qu'on reste dans la fraîcheur, on reste dans la disponibilité, et à ce moment-là, je peux être là pour mes frères, je peux être là pour mes sœurs, je peux être là pour l'arbre, les arbres dans la forêt, je peux être là pour les feuilles aujourd'hui qui ont des couleurs splendides, je peux être là pour ramasser des châtaignes, pour aller cueillir des champignons. Et tu sais quoi, Thomas, je suis né dans les Ardennes françaises, c'est quand même incroyable. Donc, juste de l'autre côté de la frontière. Oui. Tu vois, donc dans les forêts, avec les sangliers, avec les chevreuils. Et ici, je suis entouré de sangliers, de chevreuils. Et à ce moment-là, je suis disponible à la vie. Mais ça passe par ce mouvement permanent, en fait, qui ramène à l'essentiel de soi-même, dans l'amour, dans l'accueil inconditionnel. Et c'est ça l'énergie de la pleine conscience. Voilà. Rien n'est rejeté. Et rien n'est rejeté à l'intérieur, donc rien ne peut être rejeté à l'extérieur non plus. Et ça amène à la compréhension, à la non-discrimination, à l'amour et à la compassion. Puisqu'à ce moment-là, je peux tout recevoir. Si j'ai fait ce mouvement-là pour moi, je peux le faire pour l'autre. Voilà, et c'est ça l'aspiration qui nous réunit tous ensemble ici et qui nous réunit tous ensemble ce soir, c'est évident. Sinon, on ne serait pas en train d'essayer de gratouiller à la racine pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Avec notre petite pelle et notre petit seau pour voir un peu. Et d'ailleurs, en parlant de la racine, ça me fait penser, j'ai vu un merveilleux documentaire sur les champignons, comment les champignons fonctionnent en réseau à la racine des arbres. Voilà, c'est extraordinaire de sentir à quel point nous sommes tous reliés. Et donc, l'illusion suprême, c'est de penser que nous sommes des êtres séparés. Ça, c'est l'illusion suprême, ça n'existe pas. Nous sommes profondément reliés. Donc, chaque chose que nous produisons, chaque action que nous faisons a un impact sur l'ensemble des êtres humains et de la planète. Ça ne peut pas être autrement. Et ce n'est pas seulement les actions, c'est les paroles et les pensées. Et là, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand ça monte au niveau des pensées. Ouh là là. Donc, c'est pour ça que je disais, on les laisse faire, on n'essaye pas non plus de les repousser. On n'est pas dans un processus de refoulement ou de suppression, on est dans un processus d'accueil et d'amour. Voilà, quelques éléments pour contribuer à notre éveil collectif. Merci, cher frère Bienveillance. Du coup, je me tourne vers toi, Thomas. Je vais te poser une question très similaire, mais en intégrant un terme que j'ai entendu de ta bouche et que j'ai lu dans tes livres. Toi, tu parles d'intériorité citoyenne. Du coup, oui,
en quoi, face à la crise écologique, la notion d'intériorité, de ton côté, te semble citoyenne? Alors, il y a sans doute autant de définitions de l'intériorité qu'il y a d'humains qui s'intéressent à cette dimension-là. Pour moi, c'est un espace intérieur que nous pouvons apprendre à élargir, à ouvrir, pour pouvoir à la fois remettre en question nos attitudes, revisiter nos choix, requalifier nos priorités, mais également capter ce que, semble-t-il, toutes les traditions nomment de façon assez communément par le mot souffle. Capter le souffle qui fait que la vie est vie, la vie se forme, se déforme et se transforme successivement depuis les millénaires et demeure. Comment pouvons-nous capter cette essence de la vie qui demeure à travers des formes successives et nous installer dans ce qui demeure? Ça, c'est ce que l'intériorité permet. Et donc d'être beaucoup moins à la merci des événements, des émotions qui se chahutent, pouvoir les voir parce que nous sommes incarnés, mais sans être à la merci de ça. Et donc, cette notion, pour moi, est extrêmement précieuse. L'intériorité habite chaque être humain. Ce qui nous manque un peu, ce sont les clés d'accès. Dans l'éducation très catholique pratiquante, j'ai appris à dire des prières et à accomplir certains rituels. Je n'ai pas appris les clés qui permettent de développer une intériorité de plus en plus vaste, permettant d'accueillir mes contradictions, mes oppositions, de ne pas mijoter dans ma culpabilité, mais de trouver mon espace de responsabilité, de ne pas rester avec des casseroles de colère ou de tristesse, mais de pouvoir démanteler ça pour retrouver la joie et l'élan de vie. Je n'ai pas appris cet espace, ce creuset de transformation. Et cependant, de nouveau, chacun de nous dispose de cette capacité à créer cet espace-là. Alors, la notion d'intériorité est fort décriée dans le monde matériel que nous avons créé. Et je crois que c'est en partie lié au fait qu'elle est presque systématiquement associée à la pratique d'une religion. Et que beaucoup de personnes n'ont pas, ou non plus, ou n'ont jamais trouvé dans la pratique d'une religion les réponses aux questions essentielles qui se posaient quand ils s'en posaient, évidemment. Et donc, ils ont comme balancé le bébé avec l'eau du bain, en abandonnant toute vie intérieure, en abandonnant ou en rejetant toute notion de religiosité. Or, je crois qu'on peut vivre sans religion. Beaucoup de gens ont des vies spirituelles très, très profondes sans adhérer à une religion. Mais je ne pense pas que l'on puisse vivre une vie joyeuse, heureuse et féconde au service des autres si nous n'avons pas un espace intérieur où nous ressourcer et où capter ce souffle. Et en quoi c'est citoyen? C'est que cet espace ne nous concerne pas que nous. Il nous permet, c'est une station d'épuration, c'est un central de recyclage des déchets, c'est un espace où je transforme ma matière brute. C'est vraiment l'espace, j'aime cette expression du creuset, on connaît le creuset des alchimistes dans lequel ils tentaient de transformer le plomb en or. Eh bien, dans ce creuset intérieur dont nous disposons, nous tentons de transformer le plomb de la solitude et de l'impuissance en l'or de l'appartenance et de la création. Nous tentons de transformer le plomb du morcellement, de l'émiettement que nous pouvons tous connaître par moments en l'or de l'unité et de la cohérence. Nous tentons de transformer évidemment le plomb de la souffrance tellement multiple dans nos vies en l'or de la paix intérieure et de la paix intérieure contagieuse. Et ça, c'est un chemin, c'est un cheminement, ça n'est pas un clic sur un ordinateur, il y a des processus, il y a des clés, il y a des pratiques, et l'intériorité permet ça. Et évidemment qu'il y a une dimension citoyenne, parce que si la première personne qui va bénéficier de cette vie intérieure, c'est nous, évidemment que nous ne sommes pas tout seuls, nous appartenons, et donc dans toutes nos communautés, qu'il s'agisse du couple, de la famille avec les enfants, la classe avec les élèves, l'équipe de travail, ou la communauté religieuse, bien sûr, ou le quartier, ou l'habitat groupé, enfin tous les projets, ça va rejaillir, ça va se voir. Un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. Et je fais bien ce geste pour indiquer qu'il n'est pas passif dans son coin à fumer son pétard. Il est activement pacifiant par sa dégaine à travers la vie, par sa façon d'accueillir les malentendus, les conflits, les tensions, d'être ouvert aux différends et aux conflits, de ne pas fuir le conflit quand il y a un conflit, et de savoir gérer toutes ces émotions qui, sinon, encombrent la vie, comme évidemment la colère, la jalousie, bien sûr, a fortiori la haine, mais aussi tous les systèmes de pensée, les croyances limitantes, les projections sur l'autre, les blessures mal soignées dont on attribue la cause aux autres, alors que c'est à nous à les soigner, bien sûr, et tous ces mécanismes. L'intériorité est vraiment le creuset de notre vivre ensemble, et pour moi, c'est un enjeu de santé publique que de le faire savoir aujourd'hui.
qu'il y a une dimension vraiment citoyenne à ce travail de connaissance de soi et d'éveil psychospirituel. Les deux s'entrecroisent, ou se pollinisent même. Merci. Merci Thomas. Alors maintenant, j'ai une dernière question que je pose à tous les deux et je vous laisse voir dans quel ordre vous répondez. Si Thomas, tu continues sur ta lancée ou Frère Bienveillance, tu reprends le bâton de parole. En fait, c'est en vous faisant vous rencontrer entre le village des pruniers et la communication non violente, dont chacun vous êtes les ambassadeurs ce soir. Il y a vraiment une notion clé qui se recoupe, qui se retrouve. C'est vraiment la notion d'écoute. Thomas, toi, tu parlais à l'instant de ce manque d'outillage qui concerne notre culture et qui est un peu dramatique. Et c'est vrai que pourtant, j'imagine pas mal de gens froncer les sourcils si je leur disais demain que pour moi, un des grands enjeux pour relever les défis de la crise écologique, si je leur dis que c'est d'écouter, je pense que je vais avoir beaucoup de sceptiques en face de moi. Et du coup, est-ce que vous pourriez expliquer à ces potentiels sceptiques qu'est-ce qu'il y a de guérisseur dans l'écoute et en quoi cette action d'écouter, pour vous, c'est un acte écologique? Je réponds. Ravi de t'écouter, Thomas. Vas-y, je t'écoute, Thomas. Vas-y. Pratiquer l'écoute. Je pense que tu auras le même effet de surprise qui est arrivé, paraît-il, au Dalai Lama, à qui on demandait quelle était la clé pour sortir de la crise climatique, et il a répondu la paix intérieure. A priori, si on n'est pas un petit peu ouvert à la transformation personnelle, on ne voit pas le lien. Or, le lien, évidemment, pour nous, est évident, que la maltraitance perpétrée sur la nature et les ressources autour de nous est le reflet spectaculaire et tragique d'une maltraitance que nous perpétuons depuis des millénaires sur notre intimité, sur notre nature profonde et sur nos ressources et sur la source à l'intime de nous. Cette maltraitance forcément rejaillit, notamment dans le patriarcat, sur la brutalité faite aux femmes et aux enfants, mais plus largement sur la planète et la nature et donc le climat. Et donc, pour moi, le lien avec l'écoute est évident. L'écoute de soi, l'écoute de ce que la vie veut pour moi. Qu'est-ce qui fait que la vie m'a amené là ? Discerner avec finesse ce souffle dont je parlais juste avant, en élargissant cet espace, cette caisse de résonance, apprendre petit à petit à sentir que j'ai une embarcation pour faire ma vie, que mon embarcation peut rester accrochée au port à vie si je ne défais pas les amarres, parfois un peu gluantes et puantes et pas très agréables, mais mes attachements, mes systèmes de pensée, mes blessures d'enfance. J'ai besoin de faire un travail psychologique pour défaire ces amarres, pour libérer ma petite embarcation. Mais si je ne trouve pas mon mât pour ouvrir la voile et capter le souffle, ma petite embarcation, elle a beau être désamarrée, elle va tourner en rond. Et inversement, si je ne m'occupe que de trouver mon mât et ouvrir la voile sans avoir fait défait mes amarres, je vais casser du bois. Et ça arrive à beaucoup de gens qui ont une vie strictement spirituelle, sans compréhension psychologique de soi, beaucoup de dépression dans cet univers-là. Donc, l'écoute permet de faire tant ce travail de démantèlement psychologique que d'ouverture spirituelle. Et ça me paraît absolument essentiel sur ce plan-là. Sur un plan plus quotidien, je vois les miracles, et je pèse mes mots, de l'écoute empathique pour se réconcilier avec soi dans les dialogues intérieurs, et la communication non violente est une clé magistrale pour apprendre à écouter les parties de soi qui sont restées dans l'ombre, qu'on n'a pas voulu entendre, qui sont comme des exilés, on emploie ce mot dans le Internal Family System. Il y a des parties de nous qui sont exilées, qui n'ont jamais écouté, mais qui nous pompent toute notre énergie. Recréer ce dialogue avec ces parties de soi est fondamental par l'écoute, mais je vois également des résurrections, le mot n'est pas trop fort, dans des couples, dans des familles, quand tout d'un coup, on s'écoute mutuellement. Et je peux témoigner du pouvoir de l'écoute parce qu'en communication non violente, nous faisons des jeux de rôle avec des personnes qui ne sont plus là parce qu'elles sont parties, elles sont décédées, ou qui ne sont plus là parce qu'elles sont vraiment hors d'atteinte dans leur tête, ou parce que vraiment la relation a été complètement brisée. On fait un jeu de rôle avec un père, avec une mère, avec un ex-compagnon, une ex-compagne, parfois même dans des séquences assez tragiques, d'abus par exemple. On recrée ce dialogue, on rapporte de l'écoute et la personne se pacifie. Et vous écrit plusieurs semaines après, cette pesanteur qu'il y avait sur mes épaules est libérée. Je retrouve de la joie, de l'élan.
D'autres personnes écrivent « Ma vieille maman avec qui je suis disputé depuis 15 ans me téléphone pour me prendre des nouvelles. » Des choses comme ça arrivent et ça rejoint ce que Frère Bienveillance disait, nous sommes absolument séparés de rien. C'est nos petits systèmes de pensée cloisonnés qui croient qu'on est séparés. Mais nous sommes en interaction exactement comme les champignons dans la forêt. Et pour moi, l'écoute est une grande clé, à la fois pour se relier à ce qui est plus grand que nous et sentir cette appartenance, mais également réactiver dans nos vies quotidiennes le nous fécond, et qui ne peut s'entretenir que si on s'écoute profondément. Et je rappelle volontiers, parce qu'une image vaut 1000 mots, écouter, c'est la formule. Pour permettre à l'autre d'arriver au bout de sa phrase, tant de gens prennent leurs conseils, leurs tentatives de solution, leurs consolations. Tu devrais, il est temps, mon pauvre chéri, à ta place, pour de l'écoute. Tout ça, c'est bien gentil, mais ce n'est pas de l'écoute. L'écoute, c'est laisser l'autre plonger à l'intérieur de soi et respecter le silence que l'autre entretient après avoir plongé à l'intérieur de soi. Ça, c'est des qualités que nous avons besoin d'apprendre. Merci. Merci Thomas. Est-ce que Frère Bienveillance, tu veux que je te repose la question ou tu veux rebondir directement? Est-ce que tu as bien écouté ou... En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à ressentir l'enthousiasme de Thomas. C'est absolument génial, ton enthousiasme communicatif, Thomas. Tu dois faire des miracles, c'est sûr, parce que vu l'énergie que tu envoies et on sent que c'est fondé sur quelque chose qui est tellement réel que, bam, c'est direct. Alors moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Je vais la fermer pendant quelques secondes et j'ai envie de proposer à toutes les personnes qui sont là de faire cette petite pratique, très simple, de revenir au souffle, puisque Thomas nous l'a proposé tout à l'heure, et c'est une pratique de base ici au village des Pruniers. Donc, on va faire un petit exercice très simple. Je vous propose de simplement prendre conscience que vous êtes assis sur votre chaise, que nous sommes entre amis ce soir, et on va se prendre un tout petit temps de pause pour se mettre à l'écoute et revenir à notre souffle, à notre respiration. D'avoir accepté mon invitation et de prendre ce temps, de sentir comme il est bon de manifester l'écoute pour soi et pour les autres. Ouais. Et c'est intéressant d'observer que, en fait, c'est finalement assez rare de prendre ce temps-là. On est souvent très pris, on est dans un mouvement permanent et c'est très simple en fait. On peut juste de temps en temps s'arrêter pour 3 respirations, fermer les yeux, revenir à soi-même et à nouveau prendre conscience de ce qui est là, de ce bonheur d'être vivant. Et ça pour moi, c'est quelque chose de très puissant, de très engagé. Thomas nous a très bien décrit en fait tous les effets positifs de l'écoute. Et quelque chose que moi je ressens très fortement quand je suis dans cette posture d'écoute vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de quelqu'un, c'est que je me sens en amour. Je sens que c'est l'amour qui émerge, puisque à partir de là, il y a plus rien d'autre à faire, il n'y a plus rien d'autre à manifester. C'est simplement quelque chose qui est vaste comme l'univers et qui peut tout recevoir. En fait, parce qu'il n'y a plus de vouloir, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de choses à réaliser, il n'y a plus de nécessité de prouver quoi que ce soit de qui je suis ou de ce que je fais dans la vie. Il n'y a plus de tout ça. Tout ça, ça disparaît. Et apparaît à ce moment-là l'essentiel, c'est-à-dire la dimension profonde de notre être qui est plein et entier, interconnecté et qui n'a pas peur. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand on pratique de plus en plus l'écoute, c'est qu'on n'a plus peur de se rencontrer et on n'a plus peur de rencontrer les autres. Et on peut offrir ce cadeau merveilleux de la non-peur. En fait, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Offrir la non-peur. Parce que nous vivons, on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais nous vivons pétris dans la peur. Et ce sont tous les conditionnements dont Thomas a parlé tout à l'heure.
toute cette éducation, toute cette façon de nous parler, cette façon de s'adresser à nous, de nous violenter, de nous maltraiter, nous a recroquevillés dans un espace. Nous sommes terrifiés à cet endroit-là. Et donc, petit à petit, avec cette approche de la communication non violente, de la pratique de la méditation, du yoga, de toutes ces approches qui nous permettent de se rencontrer, de se réunifier, eh bien, on arrive à ce moment-là à reconnecter avec l'espace d'amour et la peur se dissipe. Il y a quelque chose qui disparaît. Et quand on n'est plus dans la peur, à ce moment-là, je peux aborder n'importe quelle situation dans ma vie quotidienne avec le sourire. Même une situation conflictuelle, même quelqu'un qui m'agresserait dans la rue, même quelqu'un qui me regarde ou qui me fait un commentaire désobligeant, et même une nouvelle annoncée ce soir même, non, c'est pas ce soir, demain par le président Macron en France, qui va encore nous en annoncer quelques-unes. Voilà, comment je peux recevoir ça? Si je ne suis pas dans la peur, il y a quelque chose en moi qui peut complètement embrasser ce qui se manifeste. Et ça prend racine dans le souffle, comme Thomas l'a dit tout à l'heure. Ça prend racine dans la respiration. Je reviens à moi. Et il y a une autre dimension qu'on développe beaucoup au village aussi, c'est les pas en pleine conscience. Donc, on pratique la méditation marchée. Je pose mon pied sur le sol, en amour avec la terre-mère, et je mets toute mon attention, toute ma conscience dans mon pas. Puis je pose un autre pas et je reste connecté avec mon souffle. Et cette pratique que nous pratiquons ici quotidiennement, 1 heure par jour, dans la nature, a un effet absolument extraordinaire. Puisque là, on est capable de toucher la communion, on est capable de toucher l'unité, on est capable de toucher ce qui de toute façon, nous dépasse. Il y a quelque chose de toute façon qui nous dépasse. Il y a ce mystère qui est là, qui est merveilleux, qui jamais ne pourra être saisi, même par celui qui est le plus fort pour saisir, il n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est rassurant. C'est insaisissable, c'est indéfinissable, c'est inaltérable. Donc, on n'a plus qu'à se détendre. Merci pour votre écoute et pour votre pratique. Merci, Frère Bienveillance et Thomas. Alors, il ne nous reste plus énormément de temps et j'ai vraiment à cœur que les gens qui nous suivent en ce moment puissent vous poser quelques questions. Du coup, je laisse la main à Laetitia qui nous en a sélectionné quelques-unes. Alors, la première question de Christophe. Je remarque que d'expérience, il faut trop souvent une grande souffrance pour entamer ce chemin vers soi, découvrir son intériorité. Et ce chemin vers soi est un chemin vers la compréhension pleine de l'urgence de notre situation. Alors, est-ce à dire qu'à moins de souffrir, il est très compliqué de réaliser notre interdépendance profonde ? On ne t'entend pas, Thomas, il faut que tu actives ton micro. Je saisis la balle au bon. Merci pour cette question qui revient régulièrement dans ce type d'échange. Si effectivement, c'est assez souvent à l'occasion d'une souffrance que notre coquille d'ego s'éveille, pouf, comme la graine tout d'un coup s'ouvre pour que le germe puisse sortir, c'est assez souvent sous ce choc d'une expérience douloureuse, accident, maladie, deuil, que ça arrive. Ce n'est pas la seule façon de s'éveiller. Nous pouvons aussi nous éveiller par un chemin de conscience, parce que simplement nous réalisons un certain mal-être, un certain manque, un certain vide, certaines addictions, donc certains mécanismes compensatoires qui nous dévient notre voie, et que petit à petit nous réalisons par l'intériorité, par le discernement que nous aimerions tant changer de vie, et que petit à petit nous acceptons de mettre en place ce qui permet de changer de vie sans que la vie ait besoin de nous secouer. La vie nous veut du bien. J'aime proposer cette image, si vous hébergez un ami chez vous et qu'il a un train tôt le matin et qu'il ne se réveille pas, vous allez toquer à sa porte en disant « Hey, tu vas louper ton train ». S'il ne se réveille toujours pas, vous allez frapper fort sur la porte en disant « Tu vas louper ton train ». S'il ne se réveille toujours pas, vous allez entrer et le frapper un peu, le toucher pour qu'il s'éveille. S'il ne se réveille toujours pas, vous allez prendre le matelas et le lever vigoureusement en disant « Tu vas louper ton train ». Ce n'est pas que vous n'aimez pas votre ami, c'est que justement vous le chérissez et vous voulez qu'il
l'encourager à ne pas louper son rendez-vous. Eh bien, la vie fonctionne comme ça avec nous-mêmes. Elle nous envoie toutes sortes de signes que souvent nous n'écoutons pas, jusqu'à ce qu'il y ait un signe un peu magistral et on a l'impression qu'on n'est pas aimé, alors qu'au contraire, la vie vient tirer la sonnette d'alarme. Hey, tu as rendez-vous avec toi-même. Quand est-ce que tu vas te rencontrer, s'il te plaît? Et donc, voilà, il n'est pas nécessaire de souffrir, mais parfois, effectivement, nous avons été un peu peut-être distraits. Ou alors, si nous n'avons pas été distraits, que déjà nous avons été très éveillés, c'est peut-être qu'il y a encore une couche plus fine, plus profonde à traverser. Merci. Je passe la parole à Frère Verveers. Je ne suis pas sûr de venir dormir chez toi, Thomas, en fait. J'hésite encore un peu, mais il faut voir, parce que je me lève très tôt, peut-être que je serai levé avant toi. Oui, merci pour cette belle réponse. Moi, ce qui m'est venu, en fait, c'est aussi que nous sommes faits de tous nos ancêtres. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi de contempler que ce n'est pas ma souffrance uniquement. C'est aussi des générations de souffrance. Et quand on regarde un peu d'où on vient, on s'aperçoit aussi que là, il y a quelque chose de très intéressant à embrasser et qu'effectivement, c'est le déclencheur, c'est le petit poussin qui sort de sa coquille. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est que la souffrance est nécessaire. En fait, elle est le pendant évident et indispensable au bonheur, en fait. Et les deux ensemble nous créent une articulation qui fait qu'en permanence, nous sommes dans un mouvement de vie, dans une dynamique sans fin. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est comment je regarde la souffrance. Est-ce que j'en fais un objet, encore une fois, qui me fait peur, vis-à-vis duquel je résiste? Ou est-ce que je considère cette souffrance comme faisant partie du vivant? Et si on observe des arbres, les arbres sont aussi en souffrance. Il y a certains arbres qui vont être tout tordus, qui vont pousser comme ça, qui vont se redresser, et une branche va casser, ils vont repartir dans l'autre sens. Et on regarde ça, on fait « Waouh, quelle beauté, magnifique, cet arbre, il a quelque chose de particulier. » Donc, n'ayons pas peur de cette souffrance. Elle est un moteur indispensable et elle est une source d'enrichissement et de compréhension sans limite. C'est le côté passionnant dont Thomas parlait tout à l'heure. C'est sans limite. Et d'autant plus qu'on a toutes ces générations d'ancêtres derrière nous. Donc là, il y a de la vastitude. Et nous sommes aussi nos descendants. Alors là, c'est encore plus mystérieux. Letty, je te laisse. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. La deuxième question, comment comprendre que nos dirigeants ont pris des décisions radicales pour lutter contre la pandémie, mais qu'ils ne le font pas contre le dérèglement climatique? Bonne question que je me pose aussi. Je suis ravi de ne pas être… je me doute bien que je ne suis pas le seul. Effectivement, c'est pour moi incompréhensible que pour quelque chose qui est passager et d'une gravité relativement mineure, même s'il y a bien sûr des tragédies dans certaines familles, il y a une telle mobilisation et la capacité à passer des mesures à ce point impopulaires, et que pour un enjeu aussi fondamental qui nous concerne absolument tous et peut-être même la vie sur Terre, il n'y a aucune mesure qui est prise. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'espère que le travail que nous faisons là peut éveiller la conscience pour que les dirigeants fassent un déclic ou qu'émane de la conscience collective une nouvelle génération de dirigeants. Je passe la main. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Je n'ai rien de plus à ajouter. Peut-être qu'il y a une autre question, Laetitia, aussi. Vous êtes frère Bienveillance et Thomas, vous êtes papa de 2 filles. Est-ce que, si on parle de la racine, en fait, est-ce que l'idée, ce ne serait pas d'aller à la racine, c'est-à-dire d'aller transmettre cette pleine conscience, cette écoute aux enfants? Et j'imagine, si c'est le cas, vous avez dû le transmettre à vos filles respectives. À toi, Frère Bienveillance. Merci Thomas. Je ne savais pas que tu avais 2 filles. Magnifique. J'en ai 3. 3. Ah, tu en as une de plus que moi. Ok. Super. Thomas, tu as déjà développé ça beaucoup tout à l'heure sur ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le système éducatif, par exemple, dans l'accompagnement des enfants, etc.
c'est vrai, j'ai eu la chance personnellement d'avoir fait cette chute très importante à 29 ans avant d'avoir mes enfants. Et donc d'avoir commencé mon chemin spirituel avant de les avoir. Et je vois aujourd'hui combien ça a été d'un bénéfice inouï, parce qu'effectivement, la manière dont j'ai abordé mes deux filles a été dans une dimension que je n'aurais jamais pu vivre avant si je n'avais pas fait ce chemin-là. Par exemple, la chose la plus simple que je peux décrire, c'est que j'ai toujours relationné avec mes filles en ayant la conscience que leur niveau de sagesse, leur niveau de compréhension, leur niveau de perception du vivant est au moins aussi grand que le mien, voire plus. Parce que ce que j'ai touché très, très clairement quand elles étaient petites, c'est qu'elles avaient une connexion avec le vivant que moi, j'avais perdue. Et qu'en fait, elles me permettaient de reconnecter mon enfant intérieur, de reconnecter avec le petit caillou sur le chemin, avec la petite pomme de pin, avec la flaque d'eau dans laquelle on se jette et on éclabousse tout le monde, que moi, j'avais perdu. J'étais complètement parti dans mon mental, quelque chose avait disparu dans mon être. Et je puis redescendre jusqu'à la flaque d'eau, jusqu'au fait d'être arrosé, d'en avoir partout, de jouer avec la boue, de s'en envoyer partout. Magnifique. Et donc, mes filles m'ont enseigné ça. Et donc, la relation qu'on a eue depuis le départ, et qui est encore le cas aujourd'hui, c'est que c'est une relation de compagnonnage, de soutien. Elles ont vraiment, mais complètement enseigné ma vie. Et donc, quand je vois aujourd'hui les désastres que l'on fait avec les enfants en essayant de les remplir encore et encore, alors qu'en fait, il y a une possibilité dans l'approche des enfants et des jeunes adultes, encore une fois, on revient à l'écoute et à la mise en situation, à des exercices impliquants. En fait, on a besoin pour apprendre de faire les choses. Donc, j'ai une amie, par exemple, qui dirige une école Montessori pas très loin d'ici. C'est fabuleux, l'approche qu'elle développe avec les enfants. Et au village des Pruniers, tous les étés, nous accueillons pendant 4 semaines des familles avec les enfants. Et qu'est-ce qu'on s'éclate, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et parce qu'on n'a pas l'intention de leur apprendre quoi que ce soit. On n'a pas l'intention de les formater. On veut juste les révéler. On veut juste qu'ils puissent en fait se manifester à eux-mêmes. Et ça, voilà, c'est comme ça que j'ai accompagné mes filles. Donc, j'en ai une en Argentine et l'autre en Australie, pour vous dire que ça a très, très bien marché. si on peut le voir comme ça. En tout cas, elles s'épanouissent et elles suivent leur trame, elles suivent leur chemin de vie dans une confiance qui me réjouit. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Donc, c'est possible. Ouais. Alors, Thomas. Mais merci, je rejoins pleinement ta question. J'ai effectivement eu la chance de travailler sur moi suffisamment pour avoir envie d'avoir des enfants. Avant, j'étais parti dans un célibat défensif et protecteur par peur de l'engagement, mais aussi par peur de ne pas être un bon père et de reproduire des maladresses, disons, pour employer ce mot-là. Et c'est la connaissance de moi qui m'a donné confiance que je pouvais changer le paradigme et éduquer dans une toute autre dimension, notamment en abandonnant les rapports de force et en co-créant des rapports de collaboration, d'écoute et de synergie. Et ça a changé complètement ma disponibilité, ma joie d'être père. Je trouve ça une des expériences les plus fascinantes que j'ai pu vivre, certainement. Et effectivement, de voir mes filles grandir dans l'autonomie, dans la confiance, dans l'accueil de la différence, dans l'ouverture au monde, ouais, ça m'émerveille. J'ai vraiment confiance que ces enjeux seront tôt ou tard dans les programmes scolaires. Tout le monde apprendra ça. Si ce n'est parce qu'on y arrive par conscience, ce que j'espère, mais peut-être parce que justement, comme on l'évoquait, parce que la souffrance d'être dans une mixité de populations tellement diverses avec les exodes auxquels on se prépare, avec des systèmes de pensée très variés, des pratiques religieuses extrêmement très variées, des échelles de valeurs très différentes, si nous ne nous préparons pas à être dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la connaissance de soi, dans la gestion des émotions, dans la gestion non violente des conflits, je crains que la vie va être difficile et donc j'espère qu'on pourra le faire préventivement. Merci, un grand merci à vous deux, Frère Bienveillance et Thomas. Je voulais vous demander juste un petit mot de la fin assez bref sur quel serait le conseil que vous donneriez
aux gens qui sont dans cette conscience aiguë du drame écologique. Quel serait votre mot de la fin pour aider à affronter cette situation, cette prise de conscience? J'ai envie de me défiler en te passant la parole, Pierre. Non, je ne vais pas me défiler. Mais vas-y, si tu as l'élan. Écoute, il y a un élan qui est venu. Je dirais une seule chose, vraiment fondamentale, cultiver la joie. Cultiver la joie. Et je vais vous en faire vivre un petit moment puisque j'ai amené ma partenaire. Et donc, mais peut-être, tu voulais garder ça pour la fin, oui, Philippe? donc je lance Thomas. Ouais. Et comme ça, j'ai le temps de me préparer avec la guitare. Mais vraiment, ce qui me vient, c'est ça, c'est cultiver la joie. Ouais. Merci. Écoute, je dirais vraiment la même chose, cultiver un état intérieur de joie, et si pas de joie, parce qu'on n'est pas toujours en joie. Il y a des moments de tension, de deuil, de conflit, de traversée de circonstances qui sont difficiles. Ce que je recommande profondément, c'est de réaliser que nous n'avons qu'un seul cœur. Si mon cœur est frileux pour entrer dans la joie parce qu'on n'est pas là pour rigoler, on risque d'en baver, donc je ne me réjouis pas trop quand même et j'entretiens la culture du malheur, un des 5 pièges que j'identifie dans mon dernier bouquin, eh bien, ce même cœur, comme je n'en ai qu'un, est raide pour entrer dans la tristesse ou dans la peine. Et donc, je vis une toute petite vie avec une très faible oscillation et je ne sais pas très bien sur quel pied danser. Inversement, ce que j'observe, c'est que si je sais entrer profondément dans la joie quand elle est là et je m'en nourris et je l'observe en pleine conscience, comme le font les enfants, la joie est pleinement là, je la capte, je la vis, eh bien ce même cœur est capable de basculer pleinement dans la peine, la tristesse, la colère, la rage, le dépit, et de pouvoir purger ça pour rebondir au fond et trouver une sorte de bascule, de mouvement de balancier dont le point médian est la paix intérieure. Et c'est cet état qui s'installe de façon de plus en plus stable. Et donc je vis de moins en moins des sentiments de joie, mais un état de joie. De moins en moins des sentiments de gratitude, bien sûr je m'en nourris quand la gratitude est là, mais un état de gratitude qui s'installe, qui s'instaure et qui demeure à travers les événements. Il y a des difficultés, il y a des intempéries, mais je reste installé comme dans un courant de fond qui n'est plus à la merci des vaguelettes de surface. Et ça, nous avons cette capacité, et je pense que l'époque d'aujourd'hui nous invite profondément, individuellement, mais aussi collectivement, à entrer dans cette intériorité-là. Merci Thomas, c'est merveilleux de nous ramener à cet état d'être, qui est là profondément, sur lequel on peut s'installer en permanence en fait, quelque chose qui est là, qui est complètement établi à l'intérieur de nous. Oui, on a juste à rentrer en contact avec, c'est déjà là en fait. C'est déjà là, c'est notre essence, c'est notre être. Et là, ça nous permet de voir que la vie a traversé tellement d'intempéries depuis qu'elle est là. L'humanité a traversé tellement d'intempéries que nous avons une énorme résilience, particulièrement si nous voulons bien ne pas nous attacher à la forme que les choses prennent. C'est ça. Toute forme se déforme, donc nous sommes dans le passager. Donc on s'installe dans quelque chose qui n'est pas passager, qui est le flux de la vie. Oui, tout à fait. On n'a plus besoin de toi, Philippe, en fait. Oui, j'allais vous dire avec Thomas, on va continuer la conversation. Je ne veux pas déranger. Merci à vous. Moi, c'est un peu de ta faute, hein, qu'est-ce que tu veux? Non, mais je sais, je cherche les ennuis à vous mettre en lien. Je me doutais bien que ça allait finir par dialoguer un peu. Faudra pas grand-chose avant que sonne le con. Jour après jour, on crée ta propre tombe. Jour on paiera cher pour ce que les hommes te font. Faudra pas grand-chose avant que sonne le con. Jour après jour, on creuse ta propre tombe. Jour on paiera cher pour ce que les